Hello, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vous propose une interview en format long et vous allez tout savoir sur ce qui se passe dans la tête d'un hypersensible où j'ai accepté de me laisser prêter au jeu. J'ai un ami qui est venu, un ami entrepreneur, il s'appelle Marvin Duponchel, il est dans le projet Exploring Creativity. Alors c'est quoi le projet Exploring Creativity? C'est tout simplement un consultant énergéticien. Donc j'ai connu Marvin à Lille lorsque j'animais des conférences, il venait régulièrement aux conférences et puis il était à l'origine kinésithérapeute et il s'est rapidement développé et a créé une nouvelle voie, il s'est créé sa voie à lui, sa voie d'entrepreneur avec ses dons. Donc voilà, donc je me suis prêté au jeu, il m'a posé des questions très pertinentes sur l'hypersensibilité. C'est pour ça que cette vidéo s'intitule Dans la tête d'un hypersensible, puisqu'il me pose vraiment des questions sur différents axes, sur comment je vis mon hypersensibilité, sur comment je l'ai découvert, sur la notion d'abondance, sur le fait de trouver sa voie, sur le fait d'être aligné, sur le fait de gérer son énergie. Donc on va aborder plein de situations, plein de questions qui sont dans la tête d'un hypersensible. Donc si vous regardez cette vidéo, vous êtes très probablement une personne hypersensible, vous vous posez des questions sur votre fonctionnement, vous vous demandez si c'est normal de penser ainsi, si c'est normal de dépenser en tout cas autant d'énergie dans telle réflexion. Donc vous allez probablement vous y retrouver. Si vous souhaitez mieux me connaître, en tout cas, vous allez trouver ma version des choses, en tout cas ma vision du monde, mes filtres à moi, comment j'appréhende le monde, comment je l'anticipe et comment je m'inscris dans une démarche la plus sereine possible dedans, puisque effectivement être hypersensible, c'est pas un sacerdoce, c'est quelque chose qui peut être épuisant si on gère mal son énergie. Donc j'explique tout ça, donc vous allez apprendre à mieux me connaître et découvrir différents sous-sujets concernant l'hypersensibilité. L'interview commence maintenant et je vous remercie beaucoup de commenter cette vidéo et de me dire ce que vous en pensez. Bonjour à tous les explorateurs et bienvenue donc dans une nouvelle interview avec Steve. Salut Steve. Salut Marvin. Aujourd'hui donc dans ce nouvel épisode de Échange de regards, j'ai l'honneur d'accueillir Steve, non pas dans mon van aménagé, pas encore, mais donc vraiment dans un cadre déjà plutôt agréable à Arras, ici dans le Pas-de-Calais. Et oui, avec une journée ensoleillée, ce qui est plutôt rare. Et avec Steve, on va vraiment partir sur donc déjà son terrain d'expertise aussi sur l'hypersensibilité aujourd'hui. Mais avant toute chose, quand même, on reprend un petit peu les bases. Qui es-tu, Steve? Alors, qui je suis? Oui, une petite présentation du personnage de la vie. D'accord. Alors, qui je suis? J'accompagne des personnes à mieux gérer leurs émotions, des personnes hypersensibles et puis pas forcément hypersensibles, mais qui ont une forte sensibilité et qui ont besoin d'avoir une meilleure gestion émotionnelle au quotidien. Alors si tu me demandes de me présenter, j'imagine qu'il faut que je fasse un petit peu d'historique. Qu'est-ce qui m'a amené là? Voilà, un petit peu le parcours, on va dire, dans les grandes lignes, alors, si tu peux revenir là-dessus. Ok. Alors initialement j'étais enseignant, j'étais professeur des écoles pendant 10 ans. Et j'ai démissionné parce que j'avais une maladie chronique. Et puis le métier ne me convenait plus. Alors peut-être que j'ai eu une maladie chronique aussi parce que le métier ne me convenait plus et que j'ai mis du temps à m'écouter. Et après avoir bossé fort pour avoir ce concours et avoir une situation financière stable et tout ça, c'est un petit peu compliqué de se remettre en question et de s'avouer qu'on est dans la mauvaise direction. Et donc on se voile la face, on réprime ses émotions et puis au bout d'un moment les émotions disparaissent pas quand on les renferme en soi. Et au bout d'un moment, le système immunitaire éclate et puis j'ai une grosse maladie chronique au niveau des intestins. Et voilà, ça m'a fait me questionner énormément sur moi. Et donc, en recherchant plus de sens à ma vie, je me suis dit, je vais inviter des experts sur l'île, des experts en développement personnel et puis en entrepreneuriat. Et donc, pendant 2 ans, j'ai développé des cycles de conférences dans le Nord, à Lille, mais aussi dans toute la France, à Lyon, à Montpellier, à Marseille et dans d'autres villes que j'oublie. Et du coup, voilà, ça c'était très bien parti. Et puis, il y a le Covid qui est venu. C'était le fameux networking de Steve en fait. Ouais, c'était le networking cette de période-là. Steve. Pour ceux qui peut-être te regardent et qui participaient qui participaient aux conférences comme toi. C'était très viral ces conférences, puisqu'on parle de Covid. Et puis ça marchait très bien. Et puis le Covid est arrivé et donc ça m'a un petit peu mis des bâtons dans les roues. J'ai dû fermer ma boîte. Et encore à nouveau une grosse crise de maladie chronique. Ce qui fait que j'ai remis les choses à plat. Vraiment, réellement, j'ai regardé les choses en face et
j'ai vraiment enfin écouté mes émotions. Et j'ai commencé un gros travail de fond à partir de ça. C'était en septembre 2020. J'ai été hospitalisé. Et on a un ami en commun qui est formateur, qui est Romain, et avec qui je me suis formé aussi en naturopathie dans son école de neurosciences. Et en discutant avec lui, il m'a dit mais tu as une hygiène de vie irréprochable en fait. Tu manges bien, tu fais du sport et tout ça. Ce qui est vraiment important chez toi, c'est la gestion des émotions. Donc voilà, je me suis vraiment accroché à cette dernière branche pour retrouver un équilibre. Et depuis plus d'un an, voilà, je travaille dessus au quotidien. J'ai une chaîne YouTube qui parle de l'hypersensibilité. J'accompagne des gens sur l'hypersensibilité puisque je suis certifié coach en neurosciences. Et j'ai des connaissances en naturopathie aussi. Et voilà, du coup, c'est ça. Je vends des formations en ligne pour avoir une meilleure gestion émotionnelle, mieux gérer son relationnel lorsque, par exemple, on a des relations toxiques, trouver sa voie, parce que c'est une question qui comme moi, auparavant, obsède pas mal les personnes hypersensibles qui se sentent pas toujours adaptées dans le lieu de travail où elles sont. Et donc, du coup, voilà, c'est un phénomène qui peut encourager les maladies chroniques, tu sais, à force de se forcer à être dans un endroit où on ne veut pas être, eh bien on se met à développer des déséquilibres physiques, parce que ton corps vient t'exprimer de manière douloureuse quand psychiquement tu te maltraites en fait. Ouais, émotionnellement, psychiquement, effectivement, il y a comme des piliers en nous. Hein, c'est ça, qu'il faut respecter, qu'il faut écouter. Et voilà, c'est ça. J'accompagne les gens pour qu'ils respectent leur propre rythme. Et tu sais, au fil des coachings, je suis sûr que toi aussi tu t'en rends compte, quand tu accompagnes des gens, le dénominateur commun qui réunit toutes ces personnes, que ce soit avec moi ou dans n'importe quel type de coaching, c'est l'amour de soi. Et je pense que les gens omettent de s'aimer, en tout cas ont désappris à s'aimer, ce qui donne lieu à pas mal de déséquilibres dans leur vie conjugale, avec leurs amis, dans leurs relations au travail, dans leurs relations avec elles-mêmes tout court. Donc voilà, c'est tout ce que j'essaie de rééquilibrer. C'est un peu la base de l'estime de soi en fait, hein. Complètement. Aussi, pour grandir, évoluer, je dirais, d'une certaine manière. C'est accepter des émotions. L'estime de soi comprend le fait qu'il faille accepter des émotions positives, mais aussi des émotions négatives. Et l'ouverture à ces émotions négatives nous permet d'être vraiment ouverts sur nos boussoles internes. Et le fait d'être ouvert sur nos boussoles internes, c'est un acte courageux, puisqu'on ose enfin écouter des émotions qui sont désagréables. On met plus la poussière sous le tapis. On ose être vrai, quoi. On ose être vrai par rapport à soi-même. C'est ça, s'ouvrir à soi-même. Et j'aime bien dire ça, mettre les mains dans le cambouis. Parce que c'est jamais agréable de regarder les choses douloureuses, les choses qu'on ne veut pas voir. Mais il faut avoir ce courage-là, parce que même si on met la poussière sous le tapis, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ça se répercutera dans nos états de santé. Ça peut être une maladie chronique, mais ça peut devenir un cancer. Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être des gros soucis au travail. Et là, actuellement, je suis en train de faire une formation pour les personnes qui sont victimes de relations toxiques. Et souvent, quand tu attires des relations toxiques, c'est qu'il y a une faille en toi. Et les personnes toxiques, les pervers narcissiques notamment, sont experts pour s'engouffrent dans la faille parce qu'ils voient qu'il y a un truc, il y a une blessure chez toi, ils peuvent plus facilement te manipuler. Et donc toi, quand tu n'es pas conscient de cette douleur-là que tu as en toi, que tu n'as pas osé mettre les mains dans le cambouis, tu donnes ton pouvoir à l'autre qui lui va, comme tu dis, s'engouffrer dans la brèche. Merci Steve. Du coup, ça me fait brancher sur autre chose en fait finalement. Avant l'autre question, c'est par rapport à ces pervers narcissiques du coup aussi, parce que moi j'ai bien connu aussi le sujet. Forcément, elles vont plutôt vers des personnes qu'on dit des fois victimes. Oui. On les définit comme victimes derrière d'un pervers, etc. Ouais. Tu connais le triangle de Cartman. Soit exactement. Les bourreaux, victimes ou sauveurs. Mais c'est une particularité des pervers narcissiques, c'est que pour avoir toute l'attention et l'empathie de leurs victimes, ils se mettent eux-mêmes dans une position de victime. Exact. C'est ça. Ouais. Et du coup, s'il n'y a pas de victime à la base, il n'y a pas de pervers narcissique, selon toi ? C'est plus complexe. Oui, soit tu es bourreau, soit tu es victime, soit tu es sauveur. Mais là, dans la relation avec une personne toxique, c'est très particulier parce que, en fait,
la personne toxique, et le pervers narcissique plus précisément, a ce don de te mettre dans des situations d'illusion en fait. Il te fait comprendre de manière illusoire qu'il est une victime. Mais finalement, quand tu regardes de manière objective, c'est lui le bourreau. Et sauf que lui, dans sa matrice à lui, il essaie de te faire comprendre que c'est toi le bourreau. Parce que lui se met dans la posture de victime. Donc toi, si tu as des failles en toi et que tu n'as pas confiance en toi, tu vas croire que c'est toi le bourreau. Donc tu vas encore t'excuser face à ce connard qui profite de toi et qui se met dans la posture de victime. Voilà. Du coup, il faut vraiment avoir... Donc le pervers narcissique pourrait créer la victime, quelque part. Il pourrait créer sur quelqu'un qui a déjà un terrain fébrile, quand même. Ouais, faut pas avoir une bonne estime de soi, donc une mauvaise confiance en soi. Faut pas développer beaucoup d'amour sur soi pour attirer ce genre de personnes. Si tu as de l'amour pour toi et tout ça, et que tu as une bonne confiance en toi et que tu t'estimes, tu peux malgré tout être en interaction avec un pervers narcissique. Néanmoins, il va tenter de s'engouffrer dans des failles, parce qu'on en a tous, même si on est bien dans nos baskets, on en a tous, mais tu es tellement bien et ancré que tu sais te protéger. Tu lui remets pas ton pouvoir entre ses mains. C'est ça qui change. Ça me parle bien, ça. Moi qui suis pas mal Franck Lobvé ou des intervenants comme ça, je ne sais pas si tu envisages cette façon de percevoir une personne dans ses multifacettes, dans l'hypersensibilité. Du coup, est-ce que ces personnes-là, par exemple, que tu rencontres, qui viennent pour des accompagnements, est-ce qu'elles peuvent avoir une facette, des fois de PN, mais plein d'autres facettes en fait aussi, qui ne sont pas là-dedans? Ou est-ce que c'est vraiment la personne qui est complètement incarnée dans ce personnage, et du coup ça efface toutes les autres facettes Ouais, je pense pas accompagner de pervers narcissiques, je pense que je m'en rendrai rapidement compte. Ouais, en tout cas, quand tu en as rencontré, est-ce que tu as réussi à percevoir d'autres facettes chez ces gens-là? Chez les pervers narcissiques? Ouais, qui ont fait que finalement, on peut peut-être pas que les catégoriser là-dedans. Oui, effectivement, c'est des êtres humains, hein, c'est des postures aussi. Et qui n'a pas été une fois pervers narcissique dans nos relations? Là, je suis actuellement en train de faire ma formation, je répertorie les 7 profils. Et du coup, à chaque fois que je recueille de l'information pour compléter le profil, la fiche identitaire des 7 profils, je me rends compte finalement qu'on a toujours été plus ou moins dans ce jeu de rôle. Je me rappelle des souvenirs quand j'étais enfant où c'était rare, mais il y a des moments où je pouvais être persécuteur face à un gamin de mon âge qui ne se respectait pas du tout, qui avait une très mauvaise estime d'elle-même. Mais quand tu as 6 ans ou 10 ans, même 12-13 ans, tu peux difficilement t'en rendre compte parce que tu n'as pas la maturité psychique pour ça. Mais même dans le couple, par moment, il y a des fois tu t'aperçois que tu pousses un peu trop loin le bouchon, mais ce qui fait la différence réelle entre un jeu de rôle où tu peux avoir cette posture un peu de pervers narcissique, c'est ça, c'est que toi tu as vraiment des limites en fait. Tu sais t'arrêter au bon moment, ou surtout tu sais écouter le message que te renvoie l'autre. Alors qu'un pervers narcissique, lui, il va surjouer et puis il va faire passer l'autre pour quelqu'un qui abuse. Il aura peut-être une volonté en plus de rabaisser, de détruire l'autre. Et il y a encore un indice probant qui montre que tu peux pas te tromper avec un pervers narcissique. C'est que, là c'est le détail qui tue, c'est que ce sont des cas, ce sont des sociopathes qui ont un déficit d'empathie. Du coup, le cœur complètement fermé. Ouais, il y a une carapace, et puis il y a un scénario qui est mis en place, un rôle qu'ils ont appris depuis longtemps. Et quand je te parle que parfois je me retrouve dans toutes les postures qui existent de personnes toxiques, dans toutes mes relations, ce qui différencie, ce qui me permet d'avoir de la distance, c'est que j'ai de l'empathie. C'est que je peux ressentir ce que ressent l'autre, je peux ressentir le mal que je peux faire à l'autre dans une situation donnée sur un temps précis. Et puis du coup, j'arrive vraiment à plus que comprendre, ressentir sa douleur. Et ça me permet de prendre du recul et de me dire que durant ces 2 heures de la journée, j'ai vraiment été un connard avec cette personne. Voilà. Tu vois, alors qu'un pervers, en toute honnêteté. Et un pervers narcissique, lui, est incapable de se remettre en question parce qu'il a ce déficit d'empathie. Et c'est un problème émotionnel aussi. Incapable de reconnaître ses torts, ses fautes, quoi. C'est ça. Ok. Et incapable de comprendre, de réaliser qu'il fait du mal aux autres. Il n'arrive pas à ressentir la douleur des autres. C'est un cas psychiatrique selon moi. Merci Steve. C'est cool que tu explores ce sujet qui en plus je pense est vachement d'actualité
aussi qui est remis en cause régulièrement. Ouais. Je pense dans la psychologie humaniste ou même dans des courants peut-être un peu plus dans l'énergétique. Je peux le voir. J'ai une question, on va revenir un peu plus sur l'hypersensibilité, si ça te va. Pourquoi travailler sur l'hypersensibilité? J'imagine que c'est le fruit d'une histoire personnelle pour toi. Ouais. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Pour reprendre ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça a été le fruit du chaos que j'ai vécu il y a 1 an sur mon lit d'hôpital, où vraiment j'ai compris qu'il fallait que je travaille sérieusement sur mes émotions et que si j'étais aussi en mauvais point physiquement, c'est que j'avais les émotions à fleur de peau et que je les considérais pas du tout ou trop peu. Et donc j'ai bien découvert que je pouvais être une personne qui était colérique, qui s'emportait vite ou qui pouvait être susceptible. Une personne, je te donne que les mauvais côtés. Quoi? Non, moi je veux aussi les bons. Peut-être que nos auditeurs aussi. Ouais, je commence par le mauvais. On garde le meilleur pour la fin. Je pouvais être une personne je suis toujours une personne qui a besoin de s'isoler pas mal de temps pour recoller les morceaux. Je suis aussi une personne qui a une grande créativité, qui a une grande empathie, etc. Donc voilà, toute cette observation m'a permis de vraiment comprendre que j'avais une sensibilité très élevée. Ensuite, qu'est-ce qui m'a amené à étudier le sujet de l'hypersensibilité? Ça rejoint l'identité masculine aussi. Je me suis beaucoup intéressé à qu'est-ce qu'être un homme. Et parce que je développais aussi une problématique personnelle là-dessus. J'ai pas de papa, du coup j'avais besoin de me créer des repères. Quand tu dis que t'as pas de papa, tu l'as perdu vite? Non, mes parents se sont séparés quand j'avais 1 an et je l'ai pas revu depuis. Enfin, il n'a pas cherché à me revoir et quand j'essayais, il n'a pas voulu. Donc voilà, il y avait un peu même beaucoup cette blessure de rejet et puis ce manque de référents masculins dans mon entourage. Et du coup, ça a donné lieu à beaucoup de problèmes de gestion émotionnelle et ça m'a encore une fois amené aussi sur l'hypersensibilité aussi. Ok, ouais, merci. Du coup, je suis au courant, Steve, parce que je suis un petit peu tes vidéos, que tu as réalisé un week-end particulier justement par rapport à ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous en toucher 1 ou 2 mots? Ouais. Même si je sais que beaucoup de choses sont gardées secrètes. Ouais, c'est vrai. Oui, je peux oui, et comme tu le dis, je l'ai expliqué dans une de mes vidéos. Si je révèle les processus qui se passent au MKP, qui est le Mankind Project, si tu souhaites y aller et que tu connais déjà les process, tu vas tout appréhender, tu vas être dans ton mental, tu vas pas te laisser surprendre. Ouais, tu n'auras pas de lâcher prise parce que tu sais étape par étape comment ça va se passer et puis tout simplement tu vas pas y aller. Ok. Tu vas pas y aller parce que c'est très intense et c'est extrêmement bénéfique et libérateur, mais t'es obligé encore une fois de mettre les mains dans le cambouis et de passer par une phase qui est vraiment très 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 douloureuse. Mais si tu passes pas par cette phase-là, tu peux pas faire le reste du boulot. Donc il faut oser voir les choses en face. Alors le MKP c'est quoi? Le MKP c'est pas un week-end thérapeutique, c'est pas un week-end où tu te reposes, c'est un week-end où tout ton corps et tes émotions sont mis à rude épreuve, tu es entouré d'hommes et c'est un week-end qui a pour vocation d'être éducatif. Être éducatif pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas prétentieux, c'est juste qu'on a observé dans nos sociétés occidentales que la transmission de homme à homme, de père en fils, ne se fait plus depuis plusieurs décennies et peut-être même plusieurs siècles dans notre culture qui s'est industrialisée depuis le 19e siècle. Du coup, les personnes de sexe masculin, on peut observer chez eux un manque de repères, ce qui peut donner lieu à des comportements extrêmes comme les addictions, comme des comportements très borderline, compulsifs, des comportements violents, qui prennent de l'alcool ou des drogues ou pas, on peut être aussi très violent, et puis une non-ouverture à sa propre sensibilité. Et du coup, au fur et à mesure des décennies, on s'aperçoit que les hommes ont beaucoup moins de consistance, beaucoup moins d'assurance en eux-mêmes et perdent peu à peu leur esprit guerrier.
Ah oui, le fameux. C'est ça, le fameux esprit guerrier qui te permet d'être résilient, qui te permet d'avoir des projets, qui te permet d'aller de l'avant, d'être le pilier de ta famille, qui te permet d'avoir ce rôle d'aventurier. L'aventurier, il prend des risques, l'aventurier, il découvre de nouvelles choses, l'aventurier, il vient en éclaireur et puis il apporte aussi l'abondance dans son foyer. Alors, c'est pas du tout présomptueux et je dis pas que les femmes n'ont pas aussi ce rôle-là d'apporter de l'abondance, mais il y a quand même quelque chose qui est inhérent au genre masculin, c'est celui de prendre des risques et d'avoir une forme de leadership. La femme en a d'autres, mais celui de l'homme est vraiment de prendre des formes de leadership, celui de prendre, de se risquer lui-même pour évoluer et pour apporter plus de sécurité à sa famille, sécurité matérielle, psychologique, émotionnelle. Et ça, on s'aperçoit que ça s'ébranle de plus en plus chez les hommes. On le voit chez les hommes individuellement, mais aussi dans les familles. Les noyaux familiaux se décomposent de plus en plus, les mariages sont de moins en moins constants et on voit de plus en plus d'enfants. Je suis un des premiers symptômes dans les années 80 des enfants qui n'ont pas eu les deux parents, mais ça, voilà, c'est une tendance qui devient majoritaire aujourd'hui. C'est rare de voir encore un enfant de 10 ans qui a ses deux parents. Ok, ouais. Ah, c'est cool, tu revisites du coup l'homme. Oui, c'est pas 7. Je suis passionné par ça et tu sais, ce désir d'exploration, ça vient du simple fait que lorsque j'étais petit, j'étais tellement déçu par ma figure paternelle et donc par tous les hommes autour de moi, pas tous. J'ai quand même eu quelques référents comme mon grand-père qui heureusement est toujours là. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Est-ce qu'il y a eu des grands-parents quand même? Ouais, mon grand-père a été et est toujours un super soutien. Heureusement qu'il est là. Mais en tout cas, je m'étais promis qu'avec mes enfants, je m'étais promis que je serais un homme, un vrai homme qui assume ses responsabilités, qui est intègre, qui respecte ses engagements et qui ne fuit pas face à sa responsabilité de père. Donc voilà. Excellent. Merci pour cette belle réponse là, déjà sur le... Enfin, je vais envie de dire belle, mauvaise, on s'en fout, c'est même pas le débat, c'est une réponse en tout cas. Comment tu définirais l'hypersensibilité? C'est vrai que je n'ai pas pensé à te demander ça, mais comment tu la définirais en quelques mots? Peut-être pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas ou qui se pose des questions comme ça. Eh bien, l'hypersensibilité chez les personnes se caractérise par le fait d'être souvent submergé par des stimuli. On appelle souvent les hypersensibles des passoires, des vrais passoires, parce que là où une personne moyennement sensible va pouvoir inhiber dans son environnement les informations qui lui sont inutiles, parce qu'il faut rappeler qu'on est en permanence bombardé de milliards d'informations à chaque seconde. Bien, un hypersensible, il ne va pas capter un milliard d'informations de manière consciente, mais il va malgré tout capter trop d'informations de manière consciente, ce qui va complètement le submerger, l'empêcher de se concentrer et se sentir très rapidement fatigué. Tu connais mon intolérance au bruit, c'en est un des exemples. Ça peut être aussi l'alimentation, en passant, pour des hypersensibles qui vont augmenter un peu leurs symptômes. On pourrait dire ça. Oui, après on peut... Quand tu te sens dépassé, quand tu te sens plus ancré, tu peux te réfugier dans l'alcool, la drogue ou la bouffe ou l'addiction sexuelle aussi. Pour retrouver une forme de densité, de consistance, parce qu'en soi, il y a une sensation de vide. Alors pour reprendre la définition des personnes hypersensibles, voilà, c'est des personnes qui se fatiguent vite par rapport à des stimuli, des personnes, comme je l'ai dit en début d'interview, qui ont souvent besoin de se retrouver seules pour se retrouver en phase introspective, et se recentrer. T'as compris le truc. Également, elles ont des rapports relationnels de nature très empathique. Elles ont besoin d'être en lien avec des personnes qui sont ouvertes d'esprit et ouvertes avec le cœur aussi. C'est très difficile pour une personne hypersensible de discuter avec quelqu'un de très ou trop cartésien qui pense qu'avec sa tête, où on ne parle jamais d'émotions, de sensations, Tu veux dire très matérialiste aussi, quelqu'un qui va être très... c'est même pas forcément ça. Je pense qu'on peut être très émotionnel, très décomplexé avec ses émotions et être très matérialiste. Je pense juste que c'est compliqué pour une personne hypersensible de communiquer de manière fluide avec quelqu'un qui reste uniquement dans sa tête et qui est fermé au niveau de ses émotions. Il y a ça. Il y a le plexus aussi, puisqu'on parle souvent du chakra du cœur, l'ouverture du cœur, mais le plexus qui est quand même le centre des émotions. Oui.
Et puis il y a le ventre aussi. Et le ventre. Là, je sais pas c'est quoi le nom de ce chakra-là, mais... Le chakra sacré. Le chakra sacré. Avec le racine qui est en dessous. Oui. Ouais. Et du coup, pour peut-être petite question, hein, tu peux garder le micro, je le sens comme ça, mais sur les hommes, l'hypersensibilité, l'ouverture de cœur, c'est pas toujours ça. Hein. Dans notre société, c'est un peu... ouais, je suis d'accord. C'est un peu ric-rac, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Les femmes sont plus décomplexées par rapport à leurs émotions, mais je pense que... je suis intimement convaincu qu'il n'y a pas que les femmes qui ont des émotions. C'est juste qu'il y a plus de tabous peut-être chez les hommes, et probablement que la mauvaise gestion des émotions est plus occurrente chez les hommes. Ça, c'est un fait, c'est même sûr. Du coup, ça explique peut-être pourquoi les hommes meurent plus tôt. Ils ont une espérance de vie plus faible parce que le corps, il trinque plus aussi, avec les problèmes d'addiction, et puis tout ce que le corps n'exprime pas imprime, toutes les émotions qui ne sont pas exprimées peuvent dégrader l'état de santé des hommes. Et puis les isoler aussi, finalement. On peut s'isoler au bout d'un moment quand tu vois que tu construis ta vie sociale et qu'à force de réprimer tes émotions, tu n'arrives pas vraiment à avoir une abondance relationnelle. Dans ton foyer, c'est pareil, au bout de 15, 20, 30 ans, ta femme elle peut dire bon salut, j'en ai marre d'être avec un autiste émotionnel, quoi. Autiste, voilà, je mesure mes mots parce que je sais qu'aujourd'hui il faut peser ses mots avec l'autisme, mais vous avez compris, c'était je l'ai utilisé de manière très légère, mais voilà, je pense que oui, les hommes ils sont autant hypersensibles que les femmes. Il y a le taux, à mon avis, est le même. Après, j'ai pas fait de recherche universitaire là-dessus, mais c'est mon ressenti. Ok, cool. Du coup, tu as plusieurs fois cité le mot abondance là sur ces dernières réponses. Ouais, en ce moment, c'est comme toi, je suis dans un flux d'abondance. Et puis, c'est un peu mon domaine d'expertise. En fait, ça l'a toujours un petit peu été, sauf que je m'en suis aperçu au fur et à mesure. Ouais. Que c'était plus qu'une notion, c'est un vrai processus d'être dans l'abondance, et ça touche, selon moi, aujourd'hui, dans mon regard, 8 visions, dont on a un petit peu parlé, en tout cas en message, dont le thème finalement de cet échange, c'est quand même sur les voyages et les joies de l'âme que je t'avais proposé, c'est ça que tu as choisi en tout cas. Donc parmi les joies de l'âme, juste reciter la joie d'exister, la joie d'être reconnu et la joie d'aimer, en fait. C'est ces trois-là que, en tout cas, j'ai sélectionné. Vous retrouverez des auteurs aussi assez connus qui citent. C'est les désirs fondamentaux de l'être humain aussi. Donc c'est basé sur les désirs fondamentaux de l'être humain. Donc comment tu verrais la notion d'abondance dans le phénomène de l'hypersensibilité? Comment, selon toi, ça peut se manifester? Voilà, comme ça, à froid. Ouais. À froid comme ça. Comment l'abondance se manifeste selon toi pour quelqu'un qui est hypersensible? Eh bien, je pense qu'un des leviers des personnes hypersensibles qu'il a, c'est son esprit créatif. Après, je me sens un petit peu mal à l'aise, tu sais, à catégoriser. Voilà, si t'es hypersensible, t'es créatif. Mais en tout cas, ou alors l'être humain. Ouais, l'être humain. Je préfère ouvrir à l'être humain. Voilà, pour moi, c'est la créativité. La créativité, comment elle s'opère dans le cerveau? C'est tout simplement, c'est comme une recette de cuisine. Tu as des ingrédients autour de toi, tu as plein d'ingrédients autour de toi en fait. Tu as plein de signes et plein de composants autour de toi. Et de même que tu fais une recette de cuisine, tu peux avoir des œufs, de la farine, du lait autour de toi, et tu te mets à mélanger tout ça, et puis tu t'aperçois que tu peux faire une pâte à crêpes, une pâte à gaufres, une pâte à tarte. Et tu vois, quand tu es hypersensible, je pense que tu peux connecter des choses, toutes tes ressources que tu as en toi, et puis tu peux avoir cette finesse d'esprit de pouvoir composer avec ce qu'il y a autour de toi, et savoir faire les passerelles entre ce qu'il y a autour de toi et ce qu'il y a en toi. Et ça te permet de créer des choses qui viennent de toi, qui sont en lien avec ton énergie. Par conséquent, si tu les fais de manière fluide, il n'y a pas de raison que ça ne t'apporte pas d'énergie. Après... Est-ce que ce serait un peu l'éponge intelligente? C'est-à-dire j'utilise mon environnement de manière intelligente oui. Et non pas en mode j'absorbe forcément, comme tu disais, le négatif comme une passoire et derrière je suis... Ouais, voilà, ça me prend des heures avant de... C'est ça, c'est savoir bien sélectionner les informations. Et donc oui, ça demande une maîtrise de ses pensées, une maîtrise émotionnelle. Ça veut dire ne pas avoir le mental... qui est sollicité, et avoir vraiment une clarté d'esprit.
Et je m'en aperçois de toute façon personnellement quand je suis sursollicité par mon mental, j'arrive à rien, comme tout le monde. Et à partir du moment où voilà, je me remets à ressortir, faire du sport, à avoir des relations sociales saines, à avoir des habitudes pour méditer, pour bien manger, pour bien dormir, et j'ai tout de suite beaucoup plus de clarté dans mon esprit. Et ça te permet, à mon avis, quand tu arrives à vraiment à équilibrer toutes les choses, tous les piliers, comme tu dis, importants autour de toi, les choses sont beaucoup plus fluides et donc tu apportes plus l'abondance. Voilà. Je me sens un petit peu en dilettante parce que c'est pas, tu sais, un sujet que j'aborde souvent. Je sais, je te mets peut-être en inconfort. C'est comme si un peu tu faisais un micro-trottoir et que tu disais à quelqu'un c'est quoi l'abondance. Voilà, moi je te donne ma version micro-trottoir, mais je t'avoue, je le travaille pour moi, mais j'en fais pas, je le théorise pas et j'en fais pas une expertise. C'est ma simple expérience du truc. Ouais, c'est aussi comment tu le vis, moi qui m'intéresse en fait, cette notion d'abondance dans ta vie. C'est ça. Et en tout cas, ce que j'observe, c'est que quand tu es mal dans ta peau ou mal dans ta tête, ou tu es un peu dépressif, ou tu pas le moral, à ce moment-là, tu sais, on est entrepreneurs tous les deux, peut-être que vous qui nous regardez, vous êtes entrepreneurs, là, il n'y a pas un salaire fixe qui tombe tous les mois, et on s'aperçoit que quand on n'est pas OK avec soi-même, les choses elles viennent beaucoup plus difficilement. Oui, c'est vérifier et revérifier. Steve, on va tout doucement mais sûrement approcher vers la fin de cet entretien. Malgré tout, j'ai peut-être une question sur quels sont tes centres d'intérêt ou plutôt tes influences actuelles sur tes lectures peut-être, ce que tu regardes. Là, je vois avec ton bel écran à côté. Oui, je l'ai découvert aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'inspire en ce moment le plus? Ouais, qu'est-ce qui m'inspire en ce moment le plus? Puisque tu parles de ce qu'il y a sur mon écran à côté qu'on voit pas, je découvre François Breton qui parle d'éveil, je connais bien, de conscience. Et justement, tu vois, tout à l'heure, avant que tu arrives, je regardais, il parlait des gens qui perdent leur esprit guerrier. Et du coup, quand on perd son esprit guerrier, homme ou femme, on n'ose plus prendre de risques. Pourquoi on n'ose plus prendre de risques? Parce qu'on n'ose plus souffrir. Et on veut plus souffrir parce qu'on est tellement habitué dans notre bulle de confort, où on est dans le culte de l'immédiateté, on appuie sur un bouton, on se fait livrer nos sushis, et puis on veut toujours un monde parfait, un monde matériellement parfait, où tout est rangé au carré chez toi, où voilà, tu sais, un petit peu le cliché, où ta vie c'est une vie Instagram, quoi, où tout doit être lustré et tout. Et dans ta vie émotionnelle, c'est exactement pareil. C'est pas bien de souffrir, ça veut dire que j'ai raté ma vie, c'est pas bien d'être triste, c'est pas bien d'être en colère. Et du coup, tu refoules tout ça quand t'es pas guerrier. Et c'est justement en ça que c'est un acte courageux et guerrier, cet acte, celui de mettre les mains dans le cambouis, d'aller voir ce qui se passe en toi. C'est oser affronter ses propres démons et tuer la tête du dragon qui vient te polluer la vie, quoi. Donc voilà. Après, je regarde ma bibliothèque là. Tu sais, avec il y en a des livres. Ouais, il y en a des livres. C'est depuis que je suis à l'université que j'en lis beaucoup. Tu sais, je suis avec une personne, je vis avec une personne qui est à fond dans l'écologie et qui construit des habitats écologiques. Et mon union avec cette personne est plus que sentimentale, affective. C'est vraiment une rencontre spirituelle. Je le découvre en tout cas de jour en jour. Et cette personne m'a ouvert les yeux sur d'autres manières de vivre, d'autres manières de voir la vie, de considérer la vie. Et elle est très sensible aux effondrements systémiques. C'est quelque chose, une théorie scientifique qui est mise en place et qui montre de manière tangible par des travaux scientifiques que notre système ne va plus tenir très longtemps avec l'épuisement des ressources et tout ça. Donc je lis beaucoup de choses sur la résilience sociale, la résilience alimentaire. Et donc si tu me demandes mes sources, je lis c'est un trimestriel de Pablo Servigne qui s'appelle Yggdrasil. Et Yggdrasil, c'est l'arbre de vie. Je sais plus, on en parle dans la série Viking, mais je crois que c'est une origine hébraïque. Je suis pas sûr, mais en tout cas voilà, c'est ça le truc. C'est vraiment se connecter à soi et comprendre ce qu'on ressent, c'est aussi le miroir du monde, et le monde est notre propre miroir. Et puis mettre en place ce qui m'intéresse beaucoup maintenant, c'est de mettre en place la vie que je vais mettre demain, mais déjà en mettant des actions dans le présent.
Donc ça passe par visiter des écolieux, rencontrer des personnes qui vivent en autonomie, qui ont une gestion des ressources qui est vraiment lucide et raisonnable. Et voilà, on est dans les projets d'avoir des toilettes sèches, plus tard quand on aura notre maison, d'avoir une source d'eau, puisque Héloïse peut-être te l'a dit, avec les baguettes aussi, en géobiologie, ouais. C'est ça, pour trouver des sources d'eau. Et puis voilà, on s'imagine accompagner des gens chez nous pour faire des immersions, pour renouer justement avec ce côté guerrier. Et voilà, et puis Héloïse a créé ses habitats écologiques. Donc moi j'étais pas du tout là-dedans, mais le fait d'être imprégné de ça au quotidien, ça te fait bouger quelque part. Donc j'ai beaucoup de sources d'influence et je t'ai pas trop donné mes sources d'influence littéraires, mais vraiment celles que je vis en présentiel avec les gens autour de moi. Et si je devais t'en donner des sources littéraires, beaucoup Saverio Tomasella qui fait beaucoup de livres sur l'hypersensibilité. Et ce type-là est vraiment quelqu'un de très instruit et qui fait des livres très enrichis sur le thème de l'hypersensibilité. Yes, avec j'ai aussi Fabrice Midal en tête. Ouais, alors Fabrice Midal, oui, mais je pense que c'est très bien ce qu'il fait. Il permet de vulgariser le concept d'hypersensibilité, mais Saverio Tomasella, vraiment, ça va plus loin. Ça va plus loin. Alors peut-être que j'ai suivi un cursus de psychologie à l'université et que ça me parle plus et qu'on va plus en profondeur dans le sujet. Mais en tout cas, Fabrice Midal, quand on n'est pas familier avec le sujet, je suis passé par lui aussi. C'est simple, c'est peut-être plus simple, plus abordable. Ouais, et c'est peut-être un premier pas avant d'aller vers Saverio Tomasella. Ok. Écoutez bien, et puis au pire, je remettrai aussi en description tout ça. Ok, nickel. Merci déjà pour toutes ces infos. On échange de l'info en permanence, comme tu disais. Moi, je croyais qu'on allait parler de voyage. Ah oui. Ça t'a surpris du coup qu'on n'a pas abordé le voyage? Bah ouais. Pas spécial. En fait, on a voyagé autrement. En fait. C'est vrai. Par l'esprit. Absolument. Et je suis tout à fait d'accord avec ce concept. Des discussions comme celles qu'on a, c'est semblable à un voyage physique aussi. C'est un mouvement. Je vois ça comme un mouvement. Et franchement, pour être honnête, parce que je voyage quand même beaucoup, il y a des fois, c'est moins enrichissant de commencer à partir un peu partout que de rencontrer des gens vraiment et de voyager avec eux, justement, dans leur histoire, dans leur parcours, dans tellement de choses qu'ils vivent. Ouais. Vraiment des expériences ils prennent aux tripes, n'est-ce pas Steve? Du coup, on va arriver à la conclusion de cet entretien. Ce qui me vient, c'est est-ce que tu aurais... qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de cet entretien, justement, dans ton message? Voilà, et puis si tu veux apporter aussi une idée d'une piste de réflexion en plus, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de cet entretien? Ok, c'est tout simplement, ça va peut-être paraître bateau, mais c'est juste apprenez-vous à vous aimer. Et je vous assure que j'ai quasiment mis 39 ans à comprendre cette phrase. Apprendre à s'aimer, et je vais répéter ce que j'ai dit 10 fois dans l'interview, c'est oser regarder les choses désagréables qu'il y a en vous et les écouter, parce que ces choses-là qui sont désagréables, ça peut être de la colère, de la rage quand c'est poussé à l'extrême, ça peut être de la tristesse, de la douleur. Tout ça, ce sont des boussoles qui sont là de manière bienveillante. Elles sont là pour vous dire quelque chose. Elles sont là pour vous dire que quelque chose ne va pas. Donc, vous aimer, c'est ne pas être dans une vie Instagram, c'est ne pas mettre la poussière sous le tapis. Cette expression, elle m'a marqué. La poussière sous le tapis. Ouais. C'est pas avoir un sourire de façade et dire que tout va bien quand tout va pas bien. C'est oser être vulnérable, oser pleurer un bon coup, oser... tu sais, il y a un complexe de pudeur par rapport à soi-même où moi je m'en suis aperçu. Même à un moment... j'étais tellement bloqué que même entre moi et moi, j'arrivais pas à pleurer. Et ça, c'est un travail à faire. Ça demande du temps, de la patience et du courage. Parce que, encore une fois, il faut oser affronter ses démons. Donc, apprendre à s'aimer, c'est ça. C'est oser affronter ses démons pour comprendre ce que ces émotions, ces sensations désagréables ont à nous dire. Et ça va nous permettre, par la suite, ça nous permet, dans le présent, de rectifier le tir et de sortir de notre vie les gens qui n'ont plus à y être. C'est de changer nos habitudes et puis c'est commencer à faire des choses qui sont plus en lien avec notre énergie et puis nos centres d'intérêt.
Ah ouais, c'est riche. Merci. Merci. Et, franchement, donc l'expression mettre de la poussière sous le tapis, c'est celle qui m'a marqué personnellement. Ah ouais. Ouais, Elle ouais. n'est pas copyrightée, hein. Ah non, Tu peux non. l'utiliser. Mais ce qui émerge de toi, vraiment, je trouve, c'est pour moi la simplicité dans ton message. Vraiment, ce que je ressens dans tout ce que tu dis, c'est simple, en fait, à comprendre. Pas Mais besoin de... La vie est simple, c'est nous qui la compliquons. On vit dans un monde hyper compliqué, en fait. Je reprends une dernière fois le micro. On vit dans un monde hyper compliqué où, ne serait-ce que pour avoir une simple chose, il faut que tu passes par 36 procédures. En fait, plus c'est simple, plus c'est fluide, plus on rejoint l'abondance, plus on rejoint le bien-être, et plus, voilà, tout paraît simple, en fait. Tout devient harmonieux. Et le souci, c'est qu'on complexifie tout. Avec notre travail, souvent quand on est salarié, c'est compliqué, il faut aller au travail, il y a les transports, il y a la route, voilà, c'est jamais très simple. Il y a les enfants, des fois. Il y a les enfants, il y a l'éducation des enfants, il y a les loisirs des enfants. Et on a toujours, ça c'est à l'école, je pense qu'on a appris ça, on a toujours cette fausse croyance qu'il faut que ce soit compliqué pour mériter les choses. De même pour l'argent, il faut trimer, il faut en baver pour avoir cette fameuse abondance. Mais en fait, c'est tout le contraire. En fait, c'est compliqué de faire les choses simples maintenant. Ça en devient complexe parce qu'il faut se déconditionner. Il faut oser désapprendre ce qu'on t'a inculqué, que ce soit à l'école ou même tes parents. Nos parents aussi nous ont inculqué des valeurs culturelles, des normes culturelles, où tu vas te laver tes dents, puis tu vas finir tes devoirs et tout ça. Et jamais on apprend vraiment à écouter ce qu'il y a en soi. Et est-ce que ce travail fait sens pour nous? Est-ce que ce travail nous développe? Est-ce que ce travail nous instruit? Est-ce que ce travail fait du bien autour de nous? Est-ce que tout ça, ça nous nourrit? Faut se poser les bonnes questions. Mais il faut y aller petit à petit. Et à mon avis, plus c'est simple, plus tu vas loin. Et tu le retrouves, je te parle au niveau macro, mais au niveau micro dans une relation, si tu as une relation avec quelqu'un qui est intellectuel, qui est extrêmement compliqué, au bout d'un moment c'est laborieux, ça rame. Ouais, et puis ça finit souvent par pouf. Ouais, le soufflet s'effondre. Et oui, je pense qu'il faut simplifier, et on vit dans un monde qui est trop cartésien, c'est ça le terme. Complexe car trop cartésien, où on ne fait plus vraiment confiance à nos ressentis, à nos sensations, à nos intuitions. Il nous faut une machine pour savoir quelle est notre pulsation cardiaque. Ouais, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Alors que peut-être tu peux juste en t'écoutant te rendre compte que t'es énervé ou que t'es pas assez tonique. Voilà. Et ouais, c'est ça. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais ouais, c'est ça que je voulais dire. Le monde cartésien dans lequel on vit, qui complexifie tout, tend à nous rendre hyposensibles. Hyposensibles parce qu'on réfléchit qu'avec notre tête et on réfléchit plus avec notre ventre. Et ça nous empêche d'être intuitif, ça nous empêche de prendre les bonnes décisions, ça nous empêche de faire des actions simples comme tu le fais. Quand je vois là ce que tu me racontes, que tu vas t'apprêter à acheter un van et puis à aller explorer la région que tu veux, que tu courtises pour aller trouver le lieu idéal, tu as plein d'autres personnes qui à la place vont se faire chier avec des agences immobilières à distance, vont prendre le risque et se foutre un stress de ouf en achetant peut-être un bien sans aller le visiter à distance. Il y a plein d'exemples comme ça en fait. Donc juste faire confiance à son intuition et revenir à des choses simples, c'est le maître mot. Ah ouais, merci. De toute façon, c'est vrai que l'abondance, pour moi, je le vois sous le synonyme de la fluidité en fait. Ouais. Donc ça résume bien la simplicité et la fluidité, c'est un peu des synonymes. Du coup, on termine avec Steve. Clap de fin ou juste petit coup de fin. On te retrouve où, Steve? Alors, te contacter, te suivre? Ouais, essentiellement sur YouTube, sur la chaîne Steve Jurion, Steve avec 2 E au milieu. Et vous verrez tout le contenu que je propose sur YouTube et vous verrez. Si vous voulez vous faire accompagner, il y a les liens dans les descriptions des vidéos. T'es mis en description. T'as aussi une newsletter, tout ça, ou que tu... Ouais. Okay. Ouais, tout est sous la description des vidéos. Okay. Et vous pouvez même tester votre niveau d'hypersensibilité. Ah oui, t'as créé un test? Ouais, il y a un quiz et du coup il y a plein de personnes qui s'y inscrivent en ce moment. Ok, donc il y a de l'abondance. Ouais. Merci Steve. Merci à toi. Et donc je vous invite à effectivement commenter éventuellement cette vidéo, à la fois sur les moments qui vous ont marqué et puis sur cette fin de vidéo.
Pas hésiter aussi à liker, ainsi à partager un maximum à votre entourage. Si y a des gens que vous soupçonnez qui sont peut-être hypersensibles ou en tout cas simplement des êtres humains qui peut-être veulent apprendre à plus se connaître, je ressens aussi ça dans la connaissance de soi. Pour avoir fait le Human Design aussi ce matin, c'était encore une sacrée expérience. Voilà, et puis pour ma part, vous pouvez continuer à suivre Exploring Creativity, vous abonner et il y aura des futures interviews avec des gens aussi inspirants que Steve, quoi. Ah ouais, tu vas interviewer ma conjointe. Eh oui. Ah ouais. Eh oui. Vous la verrez, c'est Loïse. Eh oui. Franchement, je vous la conseille. Fortement aussi. Voilà. Des acteurs inspirants, voilà. Merci à tous et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.